Oh, là, j'ai un petit creux. T'as raison, l'ordi, ça creuse. Rien que d'en parler, je me souviens de la petite soupe de courgettes d'hier soir. T'as raison, c'était trop bon. En plus, tu l'avais assaisonné avec des plantes aromatiques. Bah évidemment, et tu sais d'où ça vient? Ben, ton placard. Rigolo, va. Allez, viens, je vais te montrer. Hey, tu m'écoutes? Quoi? C'est ACDC, en plus c'est mon solo de basse préféré. Et vas-y, sors de ta bulle, réveille-toi. Cela te dirait de m'accompagner? Où ça? À un concert? Mais non, j'ai autre chose à te montrer qui, je suis sûre, va t'intéresser. Ouh, tu me fais peur là. C'est quoi ton truc? Tu verras bien. Allez, suis-moi. Dis-moi Aurélien, tu as l'air un peu fatigué. Ça te dit un café? Ok, mais moi je ne bois que du bon café. Et je connais un endroit bien sympathique. Ah oui? Où ça? Suis-moi. Hé, super, merci les garçons. Ils sont tous partis au sud du canton. Vous allez vers le nord. Ça me paraît pas mal. Allez, si je prends les raccourcis, en 10 minutes, je suis à la Charterie. Me voilà chez Pascal Beauménil, à la Charterie. Allez, c'est parti pour la visite. Voilà, je m'appelle Beauménil Pascal, j'ai 43 ans. Je suis habitant de Thiberville et sa région depuis 37 ans maintenant. Donc je suis issu du milieu agricole. Au moment de quitter l'école pour choisir un métier, j'ai voulu me diriger tout naturellement vers la culture. Donc j'ai été dissuadé par mes parents car ceux-ci avaient une petite exploitation. Donc sur les conseils d'un oncle, je me suis dirigé vers un tout autre métier que j'ai pratiqué pendant 18 ans. Et au bout de ces 18 ans-là, je me suis aperçu que c'était pas ma voie, donc je suis retourné à l'école. Dans un lycée agricole. J'ai fait un brevet de technicien agricole, option grande culture, pour ensuite continuer au lycée agricole du Robillard, à Saint-Pierre-sur-Dive, en option cidre, pommeau, calvados. Donc j'ai travaillé ensuite chez un tonnelier pendant 1 an, et dans diverses fermes cidricoles de la région, tout en cherchant une ferme, jusqu'à temps que je tombe sur celle-ci à Saint-Aubin-de-Célon. Donc ici, c'était une ferme laitière, qui était à l'abandon depuis une vingtaine d'années. Donc tout était à faire, quoi. Les locaux, ici, on voyait les oiseaux à travers la toiture, quoi. Donc on a commencé par s'occuper de l'outil de travail, à savoir la ferme. Donc on a mis 3 mois avant de tout nettoyer. Et ensuite, on a commencé à planter. Donc ici, on a 2 hectares 8 de pommiers basse-tige et 1,5 hectare de pommiers haute-tige, dits traditionnels, quoi. Et j'ai démarré avec 2 hectares de pommiers haute-tige en plein rapport de mon grand-père à Épreuvillan-Lieuvin. Ça a l'air intéressant. Monsieur Beauménil va nous expliquer. Travaillant seul, je suis multifonction. Donc je fais le ramassage, la transformation, la prospection pour trouver de nouveaux clients et évidemment les livraisons, quoi. Et mon accueil de camping-car et de clients sur mon exploitation. Donc étant une petite exploitation, tout est fait, les pommes sont toutes ramassées à la main. Donc tout ce qui est dans la bouteille à un moment donné est passé par ces 10 doigts là, c'est systématique. Donc ramassage manuel, stockage pendant une dizaine de jours dans des remorques à l'abri. Donc les pommes sont ramassées par variété. Donc une année ne fait pas l'autre, mais au moment où je ramasse mes pommes, avec un peu d'habitude, maintenant dans ma tête, je sais à peu près le parfum qu'auront mes pommes une fois en bouteille. Vous voyez? Cette partie-ci du bâtiment est ouverte, les pommes sont pressées à l'extérieur et mises dans ces cuves, quoi, pour la fermentation alcoolique. Avant la fermentation, c'est pas du jus de pomme, c'est du mou. Et quand ça commence à fermenter, là ça devient du cidre. Quand le sucre commence à se transformer en alcool, là on parle de cidre. Mais au moment du pressage, c'est du mou. On ne peut pas mesurer au moment de la mise en bouteille la pression qu'il y a à l'intérieur. C'est une fois que la prise de mousse est faite qu'on peut mesurer, c'est-à-dire c'est une aiguille qui perce le bouchon. Et quand la pression qui est contenue entre le liquide et le bouchon passe par l'aiguille qui est percée, et ça rentre dans un... Comment vous expliquer? C'est un thermomètre comme ça, quoi.
Ça se pèse le cidre, car mon grand-père n'arrête pas d'en parler. Donc alors, pour la prise de densité, donc cette cuve-ci, sa destination ce sera demi-sec, donc aux alentours de 1025. Donc voilà comment on opère. Donc, alors en densité, nous avons 1027. Pour faire avec la correction, ça fait 1026. Pour un cidre demi-sec, il faudra entendre encore un petit peu parce qu'il faut le mettre aux alentours de 1025. Tout comme le cidre brut est embouteillé aux alentours de 1018-1020 et le cidre doux 1030-1035. Mais son activité, elle a débuté comment? Donc en ce qui concerne la production, j'ai commencé la première année, j'avais pas un client. Hein. Le jour où je me suis dit ça y est, je suis installé, j'étais le seul à savoir que j'étais installé. J'avais pas un client. Donc je prenais mon bâton de pèlerin et je prospectais dans les restaurants, dans les crêperies. Donc voilà, donc la première année, sans savoir ce que j'allais vraiment vendre, j'ai fait 8000 bouteilles, que j'ai toutes vendues la première année. Et là, au bout de ma 4e année d'exploitation, je vais en faire 20 000 cette année, quoi. Approximativement 20 000. Donc voilà, bon, pour la commercialisation, c'est restaurant, en bord de côte, quoi. Crêperie, quelques bons marchés fermiers de la région et d'ailleurs. Et en vente directe à la ferme aussi, quoi. Et on accueille aussi les camping-cars. Et puis, c'est assez passager avec la Nationale 13, donc juin, juillet, août, septembre, on a un petit peu de tourisme. Les chambres d'hôtes et les gîtes de la région aussi qui viennent ici, quoi. Voilà, il est déjà l'heure d'y aller. Là, ça a l'air de bouger ce matin chez Bioplan. Mais dis donc, c'est quoi les bioplans du potager? Donc on va vous présenter une des étapes du parcours pour arriver à vendre des plants de légumes et d'aromatiques chez les bioplans du potager. Donc la première étape, Marie-Jeanne est en train de préparer le petit semoir avec des graines de menthe qu'elle va semer sur le terreau. Donc ces tables sont chauffées. Là actuellement on a du persil, de la ciboulette. Comme on est en début de saison, c'est surtout des aromatiques qui sont en train de pousser parce que c'est assez long à faire pousser. Mais ensuite on va attaquer chaque semaine des semis de salade, de choux, de toutes sortes de cucurbitacées, courgettes, potirons. Et après, évidemment, la grosse partie, c'est les tomates, auxquelles on fait 25, on propose 25 variétés de tomates, des variétés classiques ainsi que des variétés anciennes, pour permettre aux gens dans leur jardin de pouvoir essayer toutes sortes de variétés, des variétés plus ou moins productives, avec des qualités gustatives différentes. Donc là maintenant le semis est fait, on va pouvoir tamiser du terreau dessus. Bah dis donc, ça en fait des milliers de plants. Mais Jérôme, on s'y retrouve comment? Alors, comme on sème beaucoup de variétés différentes, pour se repérer à chaque fois, on prend le temps de faire une petite étiquette sur laquelle on note ce qu'on vient de semer. Donc là, c'était de la menthe poivrée, avec la date. Voilà, donc ça, je vais donner ça à Florence, qui va le mettre sur ce qu'on vient de semer. Et on va en même temps prendre un peu de terreau pour tamiser au-dessus des graines et recouvrir légèrement les graines. Alors en fonction de la grosseur de la graine, on met plus ou moins de terreau. Donc ça, je vais apporter ça
là-bas. Voilà. Donc là, après le semis, l'étape suivante consiste déjà à délimiter notre territoire de semis, mettre l'étiquette pour toujours bien se rappeler ce qu'on a semé avec la date, et après on tamise du terreau, donc pour pouvoir recouvrir nos petites graines d'une fine pellicule de terre. Voilà. Allez Florence, tu viens? On y va? Oui, on va aller faire des mottes. Les mottes? C'est quoi les mottes? Mais tais-toi et regarde Bill Gates. Bon Marie-Jeanne, attention, je mets en route. Vas-y. Et je le mets dans le multiplicateur. Donc là, le terreau il monte. Il est humidifié au fur et à mesure qu'il monte avec une vis sans fin. Et ensuite, il vient tomber là sur un tapis roulant. Après, il y a un système de tassoir et de découpage des mottes. Et moi, je viens les prendre et les mettre dans les caisses à mottes. Donc on peut faire différentes tailles de mottes. Je vais arrêter, hein. Hop, c'est bon. Direction le repiquage. Oups. Donc maintenant que nos petites graines ont bien poussé, on va pouvoir leur donner plus à manger et les repliquer dans des mottes assez grosses. Elles sont bien poussées, elles ont des belles racines. Donc ça, ce sont des Bourrache. On peut consommer la feuille en salade, les jeunes feuilles en salade, c'est un léger goût de concombre. Et on peut, quand elles sont fleuries, mettre les fleurs dans les salades composées. C'est des belles fleurs bleues. Tu crois que les gens peuvent en acheter? Bah oui, sur internet on trouve tout. Bah t'es bio toi. Y a pas qu'internet qui compte dans la vie. Écoute. Et dans quelques semaines, quand elles seront suffisamment grandes, on les emmènera sur les marchés, puisque nous vendons tout en direct à des particuliers, en principe des jardiniers amateurs, sur 4 marchés différents, donc Saint-Pierre-sur-Dive, Le Neubourg, Pont-Audemer et Bernay. Et puis tous les après-midi, dans l'espace de vente qui est derrière. alors toute notre production est issue de l'agriculture biologique. Ça veut dire que nos graines sont certifiées agriculture biologique, notre terreau est certifié agriculture biologique et nous n'utilisons pas pendant la production ni pesticides ni fongicides chimiques. Voilà. Donc on espère que les enfants qu'on vous a donné envie d'essayer de faire pousser ces petits plants dans vos jardins. Et rendez-vous sur les marchés pour venir prendre le relais après nous. Et bah tout ça, ça m'a donné envie de faire un potager. Oh oui, et on va bio-planter. Tu connais le métier de tapissier? Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Mon père, il aurait fait entièrement ma chambre avec un superbe papier peint. Oula, il y a vraiment urgence, hein.
Je vais te faire découvrir le métier. Vous entendez les petits clous là, ça fait du bruit, non? C'est pas impertinent, mais je suis... Voilà, je suis Philippe Dudouis, je suis tapissier. Comment ça m'est venu? Ça, c'est toute une histoire. Il faut savoir que j'ai eu le bonheur de travailler dans la maison où je suis né. Je suis pratiquement né dans l'atelier. Et mon père était déjà artisan dans un autre métier qui était la sellerie, les métiers du cuir et autres. Et puis il faisait un petit peu de siège. Donc quand j'ai eu 12-13 ans, fallait bien penser à travailler. Et j'avais toujours l'idée de bricoler, j'aimais bien les belles choses, la décoration. Donc à 14 ans, je suis parti en école d'ameublement. J'ai fait 4 ans dans une école, c'est-à-dire 3 ans plus une 4e année. Et après, je suis parti travailler, j'ai voyagé et j'ai fait différents endroits. Et en 83, j'ai été licencié économique. Après 13 ans d'emploi dans l'industrie de l'ameublement. Parce que j'étais toujours tapissier, mais dans la branche ameublement. Et ça m'a foutu un bon coup de pied au cul, comme on dit, parce qu'en cherchant, j'avais des places où on me promettait peut-être plus de beurre que de pain. J'ai décidé, un coup de frein, de m'arrêter à la chambre de métier à Évreux, et puis de m'inscrire au répertoire des métiers, et de m'installer artisan. Ce qui fait qu'en 84, le 1er avril, c'était pas un poisson, je me suis installé ici. J'ai commencé dans cette partie d'atelier-là. Parce que de l'autre côté, ma mère était encore exploitante, c'était pas libre. Et j'ai commencé ici. Donc j'ai commencé par faire des matelas. Parce que j'avais pratiquement pas de clientèle, j'avais 9 jours de travail. 9 jours de travail, c'est pas lourd. Mais oui, mais c'était que le début. Tu m'écoutes? C'est que Monsieur Dudouis, il est connu. Et au fur et à mesure, eh bien, j'ai eu de la clientèle qui est arrivée. Faut dire un petit peu que Dudouis c'est connu de nom parce qu'il y a plus de 70 ans que le nom de Dudouis est resté en artisanat dans la maison. Mon père avait commencé en 38, en février, donc ça fait, si on calcule, ça fait déjà pas mal de temps. Et puis en 90, j'ai commencé à m'agrandir. Donc j'ai repris tout le reste par ici. Si on allait y jeter un œil. Un œil? Tu rigoles, t'es pas sérieuse. Mais non, c'était qu'une image. Ah, tu m'as fait peur. Bon bah, ok, je te suis parce que ça a l'air drôlement intéressant. Écoute bien, Monsieur Dudouis, même c'est drapé, il raconte une histoire. Donc toute cette collection-là, elle est faite sur une machine gravée en taille 12 qu'on peut voir ici. C'est une des dernières machines qui existent en France. Elles sont éditées dans leur largeur originale. C'est pour ça que vous voyez, un tissu courant fait environ 140. Là, c'est entre 90 et 1 mètre. Vous avez les bandes d'enroulement qui sont là, les marges. Donc ici, on retrouve des histoires. On peut voir Robinson Crusoe. On peut voir la toile Lafayette. Une toile de Jouy, les authentiques, comme on dit, c'est celles qui décrivent réellement une histoire. Par exemple, je vais vous faire voir la fête navale. C'est la représentation. Cette toile relate le voyage que fit Louis XVI le 21 au 26 juin 1786 à Cherbourg pour l'immersion du 9e cône de la digue. À cette époque-là, les cônes, c'était des cônes en bois. Ils existent toujours, mais après, ils ont été modifiés. Ils ont été recouverts avec du béton. Il y a eu par rapport à nos jours, quoi. Et on s'aperçoit là-dessus, c'est l'épisode de la dame à genoux devant leur roi. Donc vous pouvez très bien voir que sur la représentation, il y a une dame là qui est à genoux. Le roi est là. Là, il est sur sa barque, sur l'embarcation qui les emmenait, et il visite le port.
Donc on a dit que c'était l'inauguration. Et vous avez d'un côté la montagne du Roule. Ici, tout est matérialisé, hein, c'est une page d'histoire. Dis-moi Sophie, tu crois qu'il répare aussi les vieilles chaises ou les fauteuils? Parce que la dernière fois, en voulant monter sur le placard, et mamie elle va pas être contente. Bah tu vois que ça t'intéresse. Canaillou, regarde. Je voulais vous expliquer aussi que dans la garniture, quand on a commencé à faire l'emballage du crin, la mise en crin avant la toile d'embourrure, la toile de jute aussi, là c'est le point de fond. Le point de fond, il a pour vocation de maintenir la marchandise en place, c'est-à-dire le crin qu'on a mis à l'intérieur. Après, on le laisse en passage libre et on le resserre et desserre progressivement. Après, vous avez le point échelle, parce qu'il a une forme d'échelle, son nom. Il sert déjà à stabiliser la garniture. Il faut savoir qu'avant de faire ces points-là, on fait ce qu'on appelle l'emballage de la matière avec la toile de jute et l'appointage avec des semences. Les semences, ce sont des pointes de tapissier triangulaires. Il y en a de différentes tailles. Là, c'est fait avec de la 9 mm. Et après, on commence, quand la garniture reçoit sa forme initiale, ça doit correspondre à peu près à la finition. Les bourrelets et les points de piquage ne servent qu'à, disons, former en même temps, mais stabiliser la matière, la maintenir en place. Là, on parle de piquage. Avec ces aiguilles-là, la couture va s'appliquer à la main. Elle va s'appliquer quand on a besoin de coudre un tissu sur la carre d'un bourrelet. Donc le point de chaînette nous sert à soutenir la carre sur lequel on va coudre avec une aiguille beaucoup plus fine. Une aiguille qui peut s'apparenter à, par exemple, j'attrape ma pelote à aiguille, une aiguille plus fine, voilà, on va avec des aiguilles comme ça. Ça, c'est pour coudre le tissu. C'est de la couture. Et ça, c'est du piquage. Tout ce qui est... Et chaque grande aiguille comme ça de piquage correspond à quelque chose de beaucoup plus précis. Et le point de fond, c'est l'opération juste après la mise en crin. Pourquoi 2 pointes? Parce que ça vous permet d'aller chercher, c'est le point que je vous représente là, le point de fond avant le serrage. Hein. Ça vous permet de passer la ficelle et d'aller chercher la toile qui est intermédiaire entre les ressorts et le crin, sans transpercer complètement. Quand vous sentez l'intérieur, vous remontez. Mamie, elle en fait aussi la couture. Mais là, au niveau des aiguilles, elles sont quand même bizarres. T'as raison, Louison. Tu crois que on pourrait devenir tapissier un jour, comme Monsieur Dudouis? Bon, on peut peut-être lui demander. Tapissier, pour beaucoup, c'est assez méconnu. Des gens vous disent ah ben tapissier, je pensais que c'était mettre du papier sur les murs. La profession, elle sert à embellir. Un tapissier, il est en mesure de... Une cliente vous dit monsieur, je voudrais mes fauteuils, mais je voudrais sortir mes rideaux, je voudrais faire mes murs. Vous devez être en mesure de le faire. On est des petites unités, les artisans tapissiers. On fait partie des métiers d'art. On n'a pas souvent la possibilité d'embaucher un ouvrier, mais on a la possibilité déjà de les former, que ce soit, je me répète, ou par l'apprentissage, ou par les stages. Et après, il faut au moins 7 à 8 ans, voire 10 ans, pour pouvoir vouloir travailler pour soi. Parce que c'est un métier qui ne paraît pas, mais qui est très, très complexe. Voilà. Donc, je voulais vous remercier de vous intéresser à ça. J'espère avoir répondu à votre demande. Et puis, je voulais vous dire que je suis en cours de transmission. C'est-à-dire transmission, transmettre mon savoir et transmettre ma profession. J'arrive à l'âge de la retraite, sans que ça paraisse. Et puis, j'ai trouvé... j'ai une opportunité actuellement avec quelqu'un de très compétent, quelqu'un qui a un savoir. Et pour tout vous dire... quand vous entendrez parler des compagnons du devoir et du Tour de France, vous penserez peut-être à Philippe Dudouis et à celui qui va reprendre.
Voilà. Et puis ça sera la concrétisation d'une belle aventure. Et puis j'aurai au moins le sentiment, c'est d'avoir transmis ce que j'ai créé il y a 27 ans. Voilà. Regarde ma cave. Ta cave? Mais non, c'est le nom du magasin de torréfaction. Je sens déjà l'odeur du café. Allez, rentre. Bonjour, bienvenue à ma cave. Je vais vous présenter la torréfaction. Donc il y a différents cafés. Donc moi je travaille sur le Costa Rica, le Guatemala, le Maragogi, le Kenya, le Mocha. Alors je travaille sur des cafés d'Amérique du Sud et sur des cafés d'Afrique. Et également sur du Maragogi où c'est des gros grains de café, donc c'est des cafés un petit peu plus chers. Il vient d'où le café? Écoute, madame va nous faire voyager. Donc le café à la base c'est une fleur et après ça devient une cerise dans laquelle vous avez 2 fèves qu'on retire et qu'on fait sécher pendant un certain temps. C'est une petite torréfaction artisanale où je fais 2 kg au passage. Donc il faut que la température soit à 230 degrés pour que je puisse mettre le café à torréfier. En général, il faut attendre entre 25 et 30 minutes pour qu'après je fasse évacuer le café et là il va refroidir pendant 6 heures avant que je puisse le vendre parce qu'il y a un petit gaz qui doit s'échapper et j'ai pas le droit de le moudre et de le mettre en paquet. La machine c'est un tambour et vous avez une résistance et en fait le café il est mélangé et c'est la résistance qui fait cuire le café. Donc de temps en temps il faut que je vérifie. Donc là, vous voyez, il est encore bien vert, donc c'est pas encore le temps. En général, c'est entre 25 et 30 minutes, mais les dernières minutes, en fait, c'est à l'oreille. Parce qu'en fait, quand il va être, quand il sort du torréfacteur, ça doit craquer, en fait, pour que le café soit bien cuit. Donc moi, je torréfie assez clair. Donc ça n'a rien à voir avec les cafés que vous pouvez acheter dans la grande distribution où eux ils torréfient très foncé. C'est évidemment plus simple, vous avez moins de pertes. Torréfier plus clair c'est plus difficile en fait parce que ça peut jouer à 1 minute. Enfin, je vends également du thé. Tu aimes le thé, Céline? Oh oui, tous ces parfums si envoûtants. Donc des thés verts, des thés aromatisés. Et là depuis peu je fais du rooibos. En fait c'est pareil, c'est une fleur qui est sur des arbres en Afrique, qui n'est pas considérée comme du thé, mais dans laquelle vous n'avez aucune théine. Donc c'est très purifiant. Donc voilà, ça c'est la petite étagère avec tous mes différents thés, eaux de fruits. Donc voilà, et là donc ma torréfaction. Donc c'est vrai que c'est un métier où il faut être passionné et j'espère que j'ai donné l'envie aux enfants un jour de prendre un petit commerce de ce genre. Et voilà. Mais si vous aimez le commerce, il n'y a pas de souci, c'est super agréable. Super cette visite. Ce monsieur était très accueillant. 20 000 bouteilles, ça en fait du boulot. Quel passionné. Quand mes parents ouvriront une bouteille de cidre de la charcuterie, je saurai comment elle est faite. Quel travail avant que les légumes soient dans notre assiette. Et puis la culture bio, c'est quand même mieux pour notre planète. Et pour la santé. On a de la chance d'avoir ça dans le coin. Je n'aurais jamais cru que tapissier était un métier si minutieux. On ne pouvait pas savoir sans franchir cette porte. J'avais ça sous le nez et je ne le savais même pas. Faut être curieux. J'ai encore le café frais dans les sinus. Ouais, c'est dingue ce qu'on peut découvrir en allant voir les gens. En fait, il y a plein de super beaux métiers dans le canton. Ouais, il faut juste sortir la tête de l'ordi. Ces vieux métiers, c'est quand même passionnant. Eh les jeunes, ça vous dirait d'en faire un film? Ouais! Allez, on y va!
Moi je vais faire le 4. Non, moi je fais la paire. Non, c'est moi.